Dans cette vidéo du chapitre 30 de mes notes de cours, on va résoudre une situation de la section 1.11 de Séguin sur le théorème de Gauss. La situation 3, une première situation de cette section-là qui va carrément utiliser le théorème de Gauss, cette fois-ci pour démontrer l'équation du champ électrique généré par une triuque. Donc, je vous invite à prendre connaissance du libellé de la situation à la page 101 de Séguin. C'est un libellé typique de questions qui va faire appel au théorème de Gauss où ce qu'on veut plus démontrer quelque chose que faire un calcul officiel. On peut aussi s'en servir à l'occasion pour faire des calculs, mais disons qu'il sert principalement pour démontrer des équations. Avant d'aller plus loin avec l'utilisation du théorème de Gauss, on doit saisir un concept. Je vais utiliser une de mes pages personnelles de notes de cours sur la symétrie des champs électriques pour vous expliquer ce concept-là. Il y a trois grands types de problèmes où on utilise le théorème de Gauss. Ça dépend de la symétrie que va posséder le champ électrique. Premier genre de symétrie, le champ électrique peut avoir l'air, quand on dessine les lignes de champ électrique, peut avoir l'air d'une brosse ronde à cheveux, une brosse à cheveux ronde, c'est-à-dire que les poils qu'on voit ici, ça serait les lignes de champ électrique. Donc, si notre champ électrique a cette allure-là, puis ça c'est le cas pour tout ce qui est de distribution linéaire de charge. J'aurais une ligne de charge qui passe au centre ici, bien, ces lignes de champ auraient cette allure-là. À toutes les fois qu'on a ce genre de champ électrique-là, on va appeler ça une symétrie cylindrique, puis on va utiliser le théorème de Gauss, puis on va utiliser ce qu'on appelle une surface de Gauss cylindrique. Okay? On va y revenir tout à l'heure. Autre grand type de problème qui peut arriver, c'est que le champ électrique ait l'air d'une... Ça, je crois que c'est une éponge de mer, ou en tout cas, ici, on a des petits jouets. Donc, le champ électrique et les lignes de champ électrique ont cette allure-là. Donc, ça, c'est le cas, exemple, d'une particule, mais de toute symétrie sphérique aussi. Donc, il faut savoir identifier que notre champ électrique va avoir cette allure-là. Puis, si c'est le cas, on va utiliser le théorème de Gauss avec une surface de Gauss qui va être une sphère, conformément à les dessins qu'on a ici. Et la troisième et dernière grande catégorie, c'est les symétries planaires. Donc, le champ électrique va être... Les lignes de champ électrique vont être une à côté de l'autre de façon parallèle. Fait que si on avait ça pour une grande plaque plane uniformément chargée, ou encore deux plaques qui se font face, on va avoir ce genre de symétrie-là. Puis dans ce cas-là, on va voir qu'on utilise des parallélogrammes comme surface de Gauss avec le théorème de Gauss. Donc, on va y revenir au fur et à mesure qu'on va faire des situations, mais il faut avoir ça à l'esprit avant de commencer un problème quelconque. De retour à notre problème, cette fois-ci, on va faire une tige rectiligne uniformément chargée. Donc, la symétrie de base des charges, c'est une ligne. La symétrie du champ électrique d'une ligne de charge, c'est la brosse à cheveux ronde. Okay. Bon, là, je vais faire le problème comme si je partirais d'une page blanche, mais ça serait extrêmement surprenant que je vous demande de me travailler quelque chose de ce type-là à partir de rien à l'examen. Ce serait plutôt du type chercher l'erreur ou compléter ma solution. Mais là, on le fait à partir de zéro. Donc, on veut démontrer ou calculer le champ d'une triuque. On connaît déjà l'équation. Donc, mon point d'interrogation, c'est quel est le champ d'un triuque en fonction de K constante, de R, la distance que je suis de la ligne de charge électrique, et de la densité linéaire de charge. On connaît déjà la réponse, il faut arriver à cette équation-là. Le schéma, je l'ai mis sur la page suivante. En trois versions, il faut être capable, je vous dirais, ce qui est le plus important encore une fois à ce niveau-là, c'est pas de dessiner à partir de rien, mais de comprendre ces différentes vues-là, puis d'être capable de travailler avec. Peut-être que la meilleure vue, c'est la vue 3D, la vue en perspective. Donc ici, j'ai une ligne que je vais dessiner, ça va être ma ligne de charge électrique. Donc c'est un conducteur qui contient des coulombs par mètre. La plupart du temps, je commence, si j'ai aucune précision, je vais mettre ça positif. Pour moi, ça m'apparaît plus simple, plus naturel. Prochaine chose que je vais dessiner, c'est quel est le champ électrique créé par des charges qui seraient distribuées de façon linéaire comme ça. Ben, c'est la brosse à cheveux. Donc, il faut voir que c'est un champ qui va s'éloigner de la tige et qui va être dans toutes les directions, tel un peu une brosse à cheveux. Je vais cacher encore pour quelques instants le pointillé vert qui était apparu momentanément. Mais vous voyez, j'ai mis ma tige puis j'ai mis le champ électrique.
Évidemment, ce n'est pas toujours évident de faire des dessins comme ça. Des fois, on voudrait juste le regarder de côté. Donc, vu de côté, j'ai ma tige, puis je vois un champ électrique qui s'éloigne des deux côtés de la tige. Évidemment, j'en ai un qui vient vers moi aussi, donc j'en aurais un de face puis un d'arrière. J'aurais pu dessiner, il y a une façon d'illustrer des vecteurs qui nous arrivent dans la face, mais je me suis contenté de dessiner les deux champs de côté. Et autre façon de montrer ça, ça aurait été de mettre mon œil en haut ici puis de regarder la tige. Donc, je vois le rond de la tige positive, si on veut. Encore une fois, ici, c'était ma charge, puis elle était positive. Encore une fois, j'ai ma charge, mais là, je regarde ça vu de haut. Et ce que je vois, ben, c'est le champ électrique qui part toutes directions. Mais là, évidemment, il y a des épaisseurs, là, si on veut, à ce champ électrique-là. Assurez-vous d'avoir une compréhension de ces trois vues-là en imaginant une brosse à cheveux que vous regardez de différents angles. Déjà, sur mes dessins, je pourrais identifier que les flèches que je viens d'ajouter, c'est le champ électrique créé par une triuque. Je reviens à la page précédente pour commencer mon problème. Vous avez vu que j'ai mis une charge positive sur ma tige, donc je vais dire que ma densité linéaire de charge, mes coulombs par mètre, sont plus grands que 0. C'est une charge qui est positive. Je cherche une équation pour E. Donc je vais prendre, comme on l'a fait déjà dans plusieurs problèmes, la définition simplifiée du flux électrique. Donc le flux électrique est égal, on va se garder la deuxième ligne cachée pour l'instant, est égal à plus ou moins le champ qui est perpendiculaire traversant une surface. C'est notre définition du flux électrique, puis qui fait apparaître notre variable E qu'on veut trouver une équation pour. C'est donc le temps d'aller identifier nos surfaces sur lesquelles on va travailler, des surfaces qui vont correspondre à quelque part au paramètre R. Je vais aller créer une surface imaginaire qui correspond à l'endroit où je veux calculer le champ électrique à une distance R de la tige. Il faut réaliser que le champ électrique existe partout dans l'espace, mais là, je vais le calculer à une distance R de la tige, ce que j'ai montré ici avec une cote. Donc, je veux connaître le champ électrique à une distance R de la tige. Évidemment, ça va être le même champ à la même distance R partout alentour de la tige. Je l'ai montré aussi sur le dessin vu de côté. Donc, le champ électrique, ça va être une distance R de ce côté-ci, puis il serait aussi de la même valeur de l'autre côté, c'est une qui est d'orientation différente. Et j'aurais pu le montrer également sur la vue de haut en mettant mon R ici. Maintenant, c'est le temps, c'est ça le truc ou le concept difficile des fois à saisir dans l'utilisation du théorème de Gauss. Il faut mettre une surface qui correspond avec cette valeur-là de R, puis qui correspond aussi avec la distribution ou l'orientation générale du champ électrique. Donc, présentement, la brosse à cheveux, ce que je dois venir mettre, ce que je dis, je vais étudier le flux électrique sur un cylindre imaginaire alentour du fil, un cylindre qui va avoir un rayon de R. Donc, c'est ce que je mets en vert ici. Ce n'est pas un objet réel, c'est un objet que j'imagine, c'est un cylindre que j'imagine, et son rayon, ce cylindre-là, correspond à l'endroit où je veux connaître le E. Donc, je vais connaître la valeur de E sur la surface de ce cylindre-là. Ça, c'est en 3 dimensions. Évidemment, si je veux dessiner le même cylindre en vue de côté, ben, je verrai juste un rectangle, si on veut. Et vue de haut, ben, je verrai juste le cercle. Donc, c'est le cercle que j'ai dessiné là. C'est un objet imaginaire, mais c'est un objet imaginaire fermé. C'est des surfaces, donc il y a la surface en haut du cylindre, la surface en bas du cylindre, et il y a le côté du cylindre qui fait le tour, donc je l'ai appelé A2. Quand je regarde de côté, ben, j'avais A1, A2, la ligne en haut, en bas correspondent à la surface, mais là on ne voit pas clairement la surface. Puis ce que je vois sur le côté ici, ben, ça se trouve être mon pourtour du cylindre. À l'inverse, quand je regarde d'en haut, ben, ce que je vois, c'est le cercle que je vois correspond à A1 que je devrais écrire plutôt. Ben, j'ai mis A2 pour représenter le pointillé, mais ce que je vois, si je tracerais le cercle qui est ici, je le mettrais en gris, mais ce que je me trouve à voir, c'est A1. Donc, je devrais peut-être écrire A1 en plein milieu comme ça. Je vois A1. Je vois A1, comme je disais, puis le pointillé comme tel, ben, se trouve à représenter la surface A2. Puis ce qui est intéressant quand on fait le bon choix de surface de Gauss, donc là, pour une symétrie linéaire de charge, il faut que je prenne une surface de Gauss cylindrique, c'est que je vais m'apercevoir qu'à travers A1, il n'y a aucun champ électrique qui passe à travers la surface A1.
Donc, le flux électrique va être égal à 0 parce que le flux électrique, c'est la mesure de combien est-ce qu'il y a de champs électriques qui traversent une surface. Donc, il n'y a rien qui traverse A1 et A3. Et ce qui traverse A2, ce qui traverse le pointillé qui est ici, ben, c'est la même valeur tout le tour parce qu'on est à la même distance du centre. Puis je le traverse toujours aussi de façon perpendiculaire, donc je retombe sur un calcul simple de flux électrique. Calculer le champ électrique d'une triuque à une distance R de la tige, ben, c'est calculer le flux. Je peux le calculer à partir du flux qui traverse la surface A2. C'est pour ça que si je reviens en arrière, on avait mis notre formule de flux, ben, c'est le flux électrique qui traverse A2. Étant donné qu'on a pris une charge positive, ça fait apparaître le signe plus ici. Le champ électrique sort de la surface fermée. Mon E perpendiculaire, c'est le E du triuque que je veux calculer. Puis la surface, ben, c'est sur la surface A2. Donc j'ai écrit une équation et il y a 3 inconnus pour l'instant. Évidemment, quand j'écris que je veux une fonction de K, R, puis lambda, si je rencontre ces variables-là dans mes équations, ben, pour moi, ce n'est pas des inconnus. Ce serait comme les valeurs connues que je devrais avoir dans le problème là, pour faire mon calcul. Ben, comme on avait fait jusqu'à maintenant, quand j'écrivais cette équation-là, je commençais par régler le A. Donc, je vais régler l'aire du tour du cylindre, donc l'aire du rectangle d'un cylindre, hein, parce qu'un cylindre qu'on découpe, ben, son côté, ça se trouve être une forme rectangulaire. Je viens sur le dessin, là. Si on le regarde de côté, c'est un rectangle. Évidemment, il faudrait le découper puis le dérouler. Donc, la grandeur de ce rectangle-là va dépendre de la hauteur du cylindre imaginaire. Hein, c'est moi qui décide, donc de la hauteur de ce cylindre-là. Puis, il va avoir comme côté en bas, quand je le déroule, ben, le rectangle va avoir une longueur de 2 πr, la circonférence d'un cercle. Je reviens à ma formule, donc c'est l'aire d'un rectangle. Un côté du rectangle multiplié par l'autre côté du rectangle, ben, il y a un côté du rectangle que c'est la circonférence du cercle en bas, puis l'autre, ben, c'est ma hauteur que j'ai déterminée. Je viens d'écrire une deuxième équation et j'ai 5 inconnus. Je n'ai mis 4 ici, c'est parce que j'ai oublié de le mentionner en haut, on va l'ajouter dans une seconde, là. Mais la réponse est aussi indépendante de la longueur que je choisis. Ça, c'est ma surface imaginaire, là, mais qu'elle soit grande ou petite, ma réponse va être indépendante. Fait qu'en examen, là, je préciserai en plus que oui, je veux une réponse en fonction de ça, mais je ne dépends pas de L. Fait que quand je dis qu'on ne dépend pas d'un paramètre, ben, on ne compte pas dans le problème. Ben, je retourne à la page du dessin pour voir que dans le grand commentaire en rouge, je l'avais mis ici. Là. Attention, la réponse sera indépendante de la longueur L du cylindre. Donc, je suis indépendant de ça. Je n'ai pas besoin de le comptabiliser dans mes inconnus. Donc, j'ai écrit une deuxième équation avec 4 inconnus. Ça a fait apparaître là, la circonférence de plus, mais ça, c'est de la géométrie pure. Donc, la circonférence d'un cercle, c'est 2 πr. Et mon rayon correspond à ma petite valeur de R que j'ai choisie. Sur lequel je veux connaître la distance à laquelle je veux connaître le champ électrique. Donc, troisième équation, je n'ai pas augmenté mon nombre d'inconnus, je ne comptabilise pas le R parce qu'il fait partie des paramètres de base. Fait que ça ressemble à ce qu'on faisait. On partait de ça, puis on faisait des calculs de A. J'ai eu 2 géométries à faire. Bon, ce qui s'ajoute de plus quand on utilise le théorème de Gauss, c'est justement d'utiliser ce théorème de Gauss-là pour me rajouter des équations qui vont venir, si on veut, remplacer le phi A2 qu'il y a ici. On n'avait pas encore utilisé le théorème de Gauss comme tel. Fait que dans le chapitre 30, il se trouve à la 2e page. Ici, donc c'est cette formule-là que je vais utiliser. Une autre façon de calculer, justement, de faire disparaître mon phi E dans la formule qu'on avait tout à l'heure, qu'on va revoir. Ça, ce n'est pas des formules comme telles, mais c'est souvent le développement qu'on va faire. Notre surface fermée, on va la diviser en surfaces plus simples à étudier. Donc, on retient ces deux concepts-là, puis on retourne à notre problème. Prochain outil que je vais utiliser, donc, c'est vraiment le théorème de Gauss à proprement parler, que j'ai copié à partir de ce que j'ai vu sur le résumé. La surface fermée, mais c'est la surface imaginaire que j'ai mis en pointillé vert sur l'autre dessin, qui est formée de 3 surfaces de base. Le haut du cylindre, A1, le bas du cylindre, A3, puis le côté du cylindre, A2. Là, ça c'est en lien avec notre A2, justement, qui est en haut. Et là, il va falloir que je détermine quelle est la charge à l'intérieur de mon cylindre imaginaire vert, divisé par une constante électrique. Je vais sur le dessin de seconde, montrer, il va falloir que je calcule le flux à travers une surface fermée. Donc, ma surface de Gauss fermée, c'est en haut, en bas, puis le côté du cylindre. Et le théorème de Gauss dit qu'il y a un lien
entre le flux, toutes ces surfaces-là, puis ce qu'il y a à l'intérieur du cylindre. Donc, pas la charge de la tige au complet, mais la charge qui se retrouve à l'intérieur de ma surface imaginaire. Donc, moi, j'ai décidé de l'étudier sur cette surface imaginaire-là, et j'ai besoin de connaître quelle est la charge à l'intérieur de cette surface imaginaire-là. En écrivant cette quatrième équation-là, j'ai rajouté, phi A2 était déjà listé, j'ai rajouté 2 inconnus là, plus le Q interne, donc 3 inconnus de plus. On va régler justement ces 2 phi-là parce que on a dit tout à l'heure, quand on regarde le dessin, il n'y a aucun champ électrique qui traverse A1 en haut, puis il n'y a aucun champ électrique qui traverse A2 en bas. Il y a la définition du flux électrique qui traverse une surface, il faut qu'il soit perpendiculaire, puis c'est pas perpendiculaire présentement. Fait que basé justement sur la définition du champ électrique, du flux électrique, qu'on prend la composante perpendiculaire du champ, à travers A1, puis à travers, on va le voir dans une seconde aussi, A3, je vais conclure que le flux électrique est égal à 0 parce que la composante E perpendiculaire serait égale à 0. Donc, je viens d'écrire une cinquième équation et pas de nouvelle inconnue, puis j'écris la même chose pour A3. Donc, ça, c'est plus de la compréhension comme telle, lié que la composante perpendiculaire n'existe pas. Donc, cinquième équation, même inconnue. Sixième équation, même nombre d'inconnus. Dans la nouvelle équation que j'avais écrite tout à l'heure en utilisant le théorème de Gauss, j'ai réglé ces variables-là. On avait augmenté de 3 inconnus. L'autre inconnu, c'était la charge à l'intérieur. Là, la charge à l'intérieur de la surface imaginaire verte de Gauss, je peux la calculer à partir de la densité de charge. C'est une densité linéaire de charge. C'est des coulombs par mètre. C'est le Q divisé par la longueur de la tige. Par la longueur, pas de la tige, excusez-moi, mais la longueur de ma surface de gaz. Ça, c'est la formule qui définit comment on calcule une densité linéaire, des coulombs divisés par des mètres. Et maintenant, je vais l'appliquer à ma surface verte. Donc, combien de coulombs que j'ai à l'intérieur de ça, c'est lié évidemment à la longueur de ce que j'ai pris, longueur pour laquelle je suis indépendant, c'est lié au L qui est ici. Donc, ma surface, ma charge à l'intérieur, divisée par le L, correspond à la densité de linéaire de charge. Okay. Donc là, il y a un autre petit élément de compréhension là, à voir ici. C'est ma septième équation, septième inconnue. Je pourrais dire que je suis complété, sauf que si je reste à la calculatrice, on me fournirait une réponse avec epsilon 0, alors qu'en haut, on n'a pas utilisé la constante électrique epsilon 0, mais on a utilisé la constante électrique K. Si on va dans les résumés, il y a une relation entre K et epsilon 0. Donc, je pourrais rajouter une huitième équation qui va me permettre de faire disparaître le epsilon 0 et de faire apparaître le K. Pas évident l'utilisation du théorème de Gauss, mais ces 8 équations-là, maintenant, si je les rentre dans une calculatrice où je fais les manipulations mathématiques, les remplacements, etc., je vais obtenir, on va aller le voir, donc si je rentre ça dans la calculatrice, toutes les équations qui sont sur ma feuille, la calculatrice va réussir à m'isoler puis à me démontrer que E est égal à 2K lambda sur R. Ce que j'ai mis ici. Donc, c'est très similaire là, à ce qu'on avait en haut. Sauf que la calculatrice n'écrivait pas de valeur absolue. Et j'avais commencé, je vous rappelle, le problème avec une charge positive. Je pourrais réécrire les mêmes 8 équations dans la calculatrice, mais avec un lambda qui serait négatif. Tout ce que ça impliquerait, c'est que les lignes de champ électrique sont inversées, puis ça impliquerait un moins là, dans la première équation. Puis si je le rentre dans la calculatrice, ce qui est montré ici, j'obtiens la même réponse, mais il y a un signe moins en avant. Ce que j'avais montré ici en mettant un moins vis-à-vis mon lambda. Donc, quand lambda est plus grand que 0, j'obtiens cette formule-là. Puis quand lambda est plus petit que 0, j'obtiens cette formule-là. Puis ça, quand lambda est plus petit que 0, ça veut dire que j'ai moins, puis une valeur négative ici, j'ai moins et moins. Fait que dans le fond, je tombe sur la même chose qu'en haut. Je mettrais valeur absolue, et ça serait réglé. Donc, que je passe par plus grand que 0 pour plus petit que 0, ça me donne à peu près la même formule. Il me reste juste moi-même à ajouter la valeur absolue. Ce qui a été montré là à la page suivante, là, de dire quand j'analyse ces deux réponses-là que j'obtiens, je peux en conclure celle-ci qui est plus générale. Et je pourrais faire toutes les manipulations mathématiques là, de façon conventionnelle, mais sont à refaire, ne sont pas au propre présentement.
Bon, c'est pas évident. On va en faire quand même deux autres problèmes. Puis on va s'apercevoir, par exemple, qu'on fait toujours la même chose. Puis on faisait déjà ça. Je partais déjà dans ce chapitre 30-là, pratiquement toujours avec cette équation-là en haut. Il y a la partie traiter le A, qui est faite en deux équations. Ce qu'il y a de nouveau, c'est de prendre le théorème de Gauss ici, qui pervenait de venir remplacer le phi. Là, tantôt, on calculait des phi, fait que ça ne nous dérangeait pas d'avoir de rester juste à la version d'en haut. On cherchait ça comme inconnu. Mais là, ce que je cherche comme inconnu, c'est le champ électrique. Fait que ça me prend une équation qui vient remplacer ça. Puis là, on utilise le théorème de Gauss pour ça. Le théorème de Gauss, sa particularité, c'est de réussir à créer une surface de gaz qui va faire que je vais avoir des choses qui vont tomber à zéro. Et l'autre difficulté qu'on peut rencontrer des fois, c'est de bien réaliser que je calcule la charge à l'intérieur de ma surface de gaz, donc la charge à l'intérieur de ma surface imaginaire. Donc, il faut se pratiquer. Je ne vous demanderai jamais de faire ce genre de problème-là à partir de zéro. Là, je vais trouver une façon d'évaluer ça autrement à l'examen.